Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce grand débat ce soir organisé en direct et en public depuis la rédaction de 24 heures à Lausanne avec un invité exceptionnel ce soir, Vincent Ducrot, le patron des CFF. Bonsoir Vincent Ducrot. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct et aussi sur nos plateformes, sur les plateformes digitales de la Tribune de Genève et de 24 heures. Nous allons parler de tous les sujets qui passionnent les romans à propos des CFF et du train en général et des transports en Suisse romande. Le débat sera animé par Simone Honegger, journaliste à la rubrique Vaud et Région de 24 heures. Bonsoir Simone. Bonsoir. Bonsoir. Et par moi-même, Frédéric Juliard, rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Nous aurons également Claude Ansermo, rédacteur en chef de 24 heures, qui animera la discussion avec le public. Alors, avant de commencer le cœur du débat, Vincent Ducrot, vous avez annoncé aujourd'hui, les CFF ont annoncé une série de mesures, dont une assez étonnante, assez symbolique, le remplacement dans certaines gares de l'aiguille rouge mythique de votre fameuse horloge par une aiguille verte. De quoi s'agit-il ? C'est un petit clin d'œil parce qu'on parle beaucoup de développement durable aujourd'hui. Le chemin de fer, c'est le système le plus durable, c'est le système aussi qui a le moins d'émissions de CO2 qu'on a. Et puis on a symboliquement remplacé dans quelques gares l'aiguille par une aiguille verte pour montrer en fait cet engagement. On a à peu près 200 mesures qui sont en cours dans l'entreprise pour diminuer toujours plus ces émissions de CO2 pour tendre vers le zéro à l'horizon 2040. Ce clin d'œil va-t-il durer ou est-ce Non, juste... non, c'est un clin d'œil. Nos équipes marketing ont trouvé que c'était un petit symbole très intéressant de donner une petite touche verte aussi à l'horloge qui est un mythe des CFF. Très bien, merci beaucoup. Alors pour ce débat, je vous propose 4 grands thèmes que nous allons débattre avec vous et avec le public. Le premier, ce sera un thème assez sensible, évidemment, les chantiers en particulier des gares de Lausanne et de Genève et leur retard. Le second chapitre, ce sera le nouvel horaire 2025, mais aussi les tarifs des CFF. Le troisième chapitre concernera la ponctualité, avec la question des différences régionales, et notamment de la Suisse romande, qui peut sembler moins bien lotie dans ce domaine que la Suisse alémanique. Et puis ensuite, nous parlerons plus d'avenir, de la future ligne Lausanne-Genève, de votre vision pour l'avenir du rail. Et entre ces chapitres, si nous avons le temps, nous ouvrirons la discussion avec le public et puis nous passerons aussi les questions du public et des internautes en fin de débat. Tout d'abord, je vous propose donc d'ouvrir ce débat avec les chantiers, mais d'abord, nous allons présenter notre invité de ce soir, Vincent Ducrot. Simone. Alors nous allons parler sous votre contrôle, Vincent Ducrot. Vous avez 61 ans, vous êtes fribourgeois à la tête des CFF depuis le 1er avril 2020. Vous avez succédé au Balois Andreas Meyer. Ça faisait près de 50 ans qu'aucun roman n'avait occupé cette fonction prestigieuse. Alors prestigieuse mais aussi exposée. Votre nomination a fait l'unanimité, pas seulement parce que vous êtes roman, mais parce que vous êtes aussi un homme du sérail. Après vos études d'ingénieur à l'EPFL, complétées par un postgrad à l'EPFZ, vous êtes entièrement consacré au transport public. Vous avez occupé différents postes au CFF entre 1993 et 2011, mais aussi en tant que directeur général des transports publics fribourgeois, avec à chaque fois des bilans élogieux. Père de 7 enfants, votre quotidien professionnel, du moins, c'est en grande partie la gestion de crise. Les dossiers chauds ne manquent pas. Train bondé, annulés, trains retardés, chantiers repoussés, quand ce n'est pas un trou qui paralyse subitement une partie du réseau roman. Bref, la grogne des passagers est bien souvent multifactorielle, mais est-ce qu'elle est toujours justifiée ? On a le plaisir d'en parler avec vous pendant cette heure. Merci. Nous allons attaquer directement les sujets qui fâchent, mais pas seulement. Évidemment, c'est pour entendre votre vision et puis le point de vue des CFF sur ces projets. Ce sont surtout les gares qui nous intéressent dans ce chapitre. Les gares de Lausanne et de Genève, des méga chantiers qui ont pris du retard, parfois pour de très bonnes raisons. Vous allez vous en expliquer. Mais je vous propose d'abord d'aller à la rencontre d'usagers du rail que nous avons rencontrés dans la gare de Lausanne et qui nous parlent de ce chantier. Des avis très différents, je ne suis pas sûre que j'ai tous les arguments, mais pour le moment, je suis très dubitatif sur leur capacité à faire notre gare de Lausanne. Voilà, mais ils ne sont pas les seuls. Justement, gare de Lausanne, les chantiers qui prennent du retard, ça vous inspire quoi du coup ? Ça m'agace un peu, disons, voir beaucoup dans un pays aussi riche et qui pourrait être compétent pour faire une gare. Et puis c'est nos impôts. Ça c'est dommage. C'est dommage, je ne sais pas comment ils n'ont pas arrivé à
programmé ça dès le début. Hein. Ça, c'est dommage. Oui. Alors moi, je ne suis pas un habitant de Lausanne, mais je sais que ça prend énormément de retard et que ça reporte au calendrier grec. Je reprends l'intervention de cette première usagère qui se dit dubitative quant à la capacité des CFF de mener à bien ce chantier. Déjà, est-ce que vous comprenez cette méfiance ? Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est un méga chantier ? D'accord ? Quand vous construisez votre maison, vous investissez 2 millions de francs, vous allez avoir 20 ou 50 remarques de la part des autorités qui vont vous faire adapter votre projet. Si vous faites un immeuble, vous mettez 20 millions, 30 millions, c'est un très gros projet. À Lausanne, sur 400 mètres de long par 50 de large, on met 1,5 milliard de francs. Donc un dossier comme le dossier de la gare de Lausanne, c'est à peu près 10 000 plans, c'est à peu près 60 000 pages de documents. Les notes de calcul toutes seules, c'est 10 000 pages pour arriver à faire. Et c'est un travail absolument énorme dans la planification. De construire, c'est simple, mais c'est d'arriver à planifier le chantier. Et aujourd'hui, on est dans cette phase très délicate où malheureusement, on est dans un projet qui a changé trop souvent. Tous les gens qui font des projets, des petits, des grands, ils vous diront il ne faut surtout pas que le projet change. Et le projet de la gare de Lausanne, déjà, le projet de départ, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Le projet qui a été mis à l'enquête, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Il y a eu des oppositions. On était 2 fois au tribunal administratif qui a décidé un certain nombre de choses. Donc, on réadapte le projet. Et puis, de fil en aiguille, la complexité augmente. Puis, il faut arriver à gérer ceci. Et c'est l'énorme difficulté de ces méga chantiers. Je crois que je connais vraiment aucun projet où on est arrivé et où on arrive à respecter vraiment les calendriers. Parce qu'il y a tellement de facteurs, il y a tellement d'influences dans le projet que certaines fois vous désespérez. En même temps, les mises à l'enquête ont été faites, l'autorisation de construire a été faite aussi, et soudain, il ne se passe rien, cette gare est à l'arrêt, et on apprend que les délais ne seront pas tenus. La mise en service de cette nouvelle gare en 2025, c'est mort, et c'est repoussé au calendrier grec. On ne sait pas, c'est quoi maintenant les nouvelles dates ? Est-ce que vous pouvez articuler un nouveau calendrier ? Déjà, ce qu'il faut bien voir, on n'est pas du tout à l'arrêt. On dépense 100 millions par année pour faire avancer le chantier. Vous voyez rien, simplement. On a toujours dit, le chantier de la gare de Lausanne, on aura une phase où on verra beaucoup, c'est quand on va creuser la place de la gare. Ça devrait commencer, je pense, cet automne, peut-être en fin d'année. C'est pas sur le chemin critique dans le projet, c'est pas du tout l'élément. Tout le reste, vous voyez rien. Le projet, il avance. On a déjà dépensé 500 millions à peu près sur le projet de la gare de Lausanne. Donc, on a refait tous les enclenchements, on a refait les têtes. On est en train d'avancer maintenant dans le secteur des épinettes. Le grand chantier qui va commencer, c'est ce qu'on appelle les ancrages de la gare. On doit la réancrer parce qu'elle est très vieille. Et puis, on sait que le sous-sol de Lausanne n'est pas terrible. Donc, on va devoir aller rechercher très profondément pour que la nouvelle assise puisse tenir. Toutes des choses que vous ne voyez pas du tout. Et en fait, ce qu'on est aujourd'hui, ce qui focalise la discussion, c'est clair, c'est la place de la gare, parce qu'on avait effectivement pensé à pouvoir commencer plus vite. On a eu un certain nombre de demandes supplémentaires de l'autorité de contrôle. Et puis, c'est les quais. Alors, les quais, il faut aussi bien se rendre compte. On construit le plus lentement possible. D'accord ? Je répète bien le message. On construit le plus lentement possible pour ne pas avoir à supprimer un train. Si c'est un choix vraiment qui est fait, c'est un choix qui est fait. À Stuttgart, on a pris le parti, on fait une gare sur 7-8 ans, on ferme la gare pendant 7-8 ans, on met tout le monde sur des bus, et puis on construit. Nous, on ne prend pas du tout le parti. On a le RER vaudois qui était pratiquement inexistant en 2010, qui a son niveau d'aujourd'hui, qui va croître jusqu'en 2030. Tous ces trains vont continuer à rouler. Donc, on va pouvoir faire un demi-quai à la fois. Est-ce qu'on peut articuler une date ? La date, actuellement, elle est aux alentours de 2037, à peu près, quand ce sera terminé. D'accord ? Quand ce sera terminé. Mais vous allez avoir, chaque fois un quai va arriver l'un après l'autre jusqu'à ce que ce soit terminé. La gare de Berne, c'est la même chose. On me dit toujours, Lausanne. La gare de Berne, c'est la même chose. On est au quai 7 actuellement. Les travaux ont commencé il y a 10 ans. Ils vont encore durer 10 ans. Et puis, c'est simplement parce qu'on ne peut pas aller plus vite. Sinon, on n'arrive plus à faire circuler tous les trains. Et ça, c'est l'énorme défi, ce qu'on ne se rend pas du tout compte par rapport à tout ce qu'on fait. Une route, on la ferme, on dévie. Le train ne peut pas faire ça. Donc aujourd'hui, on construit,
sous-exploitation. Donc on va le plus lentement possible pour perturber le moins possible la clientèle. C'est un défi, c'est un vrai défi. Donc 2037, vous rassurez la population, vous dites on avance sur le projet. On avance, tout à fait. Donc, prochaine on étape. s'entend avec l'OFT, avec l'Office fédéral des transports. La communication est bonne. La communication, c'est normal, c'est une autorité. C'est la même chose quand vous faites votre permis de construire, on va vous dire « Ah non, je veux ça différemment. Je viens de rénover ma maison, il y a plein de choses qu'on va dire « Ah non, je veux différemment. » Voilà, l'Office fédéral des transports est dans son droit et demande différemment. Donc typiquement, dans la statique, on nous a demandé d'avoir des piliers supplémentaires. C'est un choix. D'accord, ils estiment que l'autorité qui contrôle estime qu'il faut plus de piliers. On avait prévu un pont, ils veulent des piliers, on a mis des piliers. Mais ça prend du temps. La seule chose, quand on doit rajouter des piliers, il y a 4000 plans à changer. Évidemment, les Roms ont quand même l'impression que les projets en Suisse romande sont à la traîne. Pour preuve, le Conseil national vert Raphaël Malin Vaudois a déposé un texte pour lancer une étude exploratoire pour une gare souterraine à Lausanne, pour faire quand même avancer les choses. Parce que ça, le problème aussi avec ce projet, ce n'est qu'une mise à niveau de la gare de Lausanne, mais dans quelques années, on va de nouveau être dépassé. Elle ne pourra pas accueillir le flux de voyageurs. Alors, déjà, c'est très, très difficile de faire des pronostics sur les flux de voyageurs. Donc aujourd'hui, effectivement, avec les modèles qu'on a, jusqu'en l'an 2050, 2060, on arrive à absorber la croissance du trafic, qui est un doublement du trafic par rapport à aujourd'hui. Est-ce que ce doublement arrivera? Aujourd'hui, on est optimiste, on verra les choses. Puis après, effectivement, au-delà, à un moment donné, le problème de la gare de Lausanne va se reposer. À Genève, on a pris le parti de faire les deux choses. Donc aujourd'hui, on a calé un projet de gare souterraine, puis on a calé un projet de modernisation séparé, c'est deux projets indépendants, de nouvelle modernisation de la gare de Genève. Voilà, c'est des choix qui ont été faits. Je pense effectivement, si vous me demandez mon avis personnel, à l'horizon 2070, il faudra une gare souterraine certainement à Lausanne. On sait faire. Il y a 15 ans en arrière, on ne savait pas faire parce qu'il y a des pentes qui sont très très importantes ici. Le terrain est très mauvais. Voilà, aujourd'hui, on saurait faire et ça va certainement. Alors, de commencer à faire des études exploratoires, il y en a déjà des études qui ont été faites, il y a des réflexions qui ont été faites. C'est un choix politique de déclencher ou de ne pas déclencher un projet comme une future gare. Ça viendra. On a entendu les réactions des voyageurs qui trouvent que les CFF n'en font pas assez, etc. Est-ce qu'il y a aussi un message à passer aussi sur... Est-ce que la population se méprend sur le pouvoir qu'ont les CFF de régler tous les problèmes? Vous l'avez dit à plusieurs reprises déjà, c'est une décision du politique, c'est le pouvoir du politique. Absolument. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est les grands projets sont décidés par le Parlement. D'accord ? C'est quelque chose qui a lieu tous les 4 ans. Le Parlement c'est un compromis entre les différentes régions sur des choix de projets qui sont faits par le Parlement. Les CFF ont très peu d'influence. Il y a une méthode qui est mise en place par l'Office fédéral des transports qui permet de lister des projets. Puis le Parlement dit « Ah non, celui-là, j'aimerais mieux. Celui-ci, je le veux avant. » Et puis, il y a des jeux d'alliance entre les différents cantons qui vont jouer pour pousser tel ou tel projet. Donc, c'est typique. C'est un jeu d'alliance qui a permis maintenant de dire « On va faire un tunnel à Perrois, entre Perrois et Morges. » D'ailleurs, ça a surpris tout le monde parce que maintenant, on aimerait déjà savoir où il passe alors qu'on a encore commencé aucune étude. On n'a même pas encore le crédit. Voilà. Et des fois, c'est effectivement un peu frustrant de travailler parce que on oublie en fait totalement et on se focalise sur des discussions de chantier, alors qu'il faudrait se focaliser sur des discussions. Qu'est-ce qu'on offre pour les clients? Alors voilà, ça c'est mon message. Je le dis partout. Je vais dans beaucoup de congrès, de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va offrir? C'est pas le tout de dire on veut une deuxième gare à Lausanne. Pourquoi? Combien de trains? Qui va en profiter? Où est-ce qu'on développe? Quel RER on met en place? C'est des choses qui sont beaucoup plus essentielles pour les clients. Et en même temps, la gare de Lausanne, c'était une priorité nationale. Même l'ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga l'a dit. Vous savez, comme beaucoup, il faut imaginer au CFF, on fait 4000 projets d'infrastructure actuellement dans notre pipeline et des projets qui dépassent les 300 millions, on en a à peu près 40 actuellement qui sont en cours. Donc, pour moi, la priorité plus que la gare de Lausanne, c'est l'entretien du réseau. Aujourd'hui, je me fais beaucoup de soucis. On va devoir renouveler dans les prochaines années à peu près la moitié des kilomètres de voies entre Lausanne et Genève et entre Lausanne et Berne. Il y a 320 kilomètres de voies, on doit en remplacer 160. Et ça se fait entre 2 et 4 heures du matin. D'accord? Et là, vous avez entre 2 et 4 heures du matin une fenêtre où vous pouvez remplacer 300 mètres de voie en une nuit.
Et voilà, on va faire des centaines de nuits qu'on va devoir travailler pour s'assurer le matin à 7h ou à 5h30 quand les trains repartent, il faut que ce soit prêt. Et ça, c'est un beaucoup plus grand défi. En même temps que la gare de Lausanne, il y a aussi la gare de Genève. On avait parlé d'une mise en service pour 2032. Aujourd'hui, on parle de 2038. Mais comme vous l'avez dit, c'est parce que le projet a évolué, qu'il y a 2 projets en parallèle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous souhaitez faire avec cette gare de Genève ? Alors, la gare de Genève, il y a la gare souterraine qui va arriver à Genève. Donc, c'est le système qui va permettre de faire transiter les trains en direction de l'aéroport. Et puis, il y a un très gros renouvellement de la gare de surface de Genève. Il faut savoir, la gare de Genève, elle a une particularité parce qu'en fait, quand elle a été construite comme une gare française. D'accord ? Donc, tout le faisceau des aiguilles, il est toujours à l'arrière d'une gare. Et à Genève, en fait, on a l'inverse. C'est la seule gare du pays qui a été conçue comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à la base, quand le chemin de fer a commencé, on pensait que c'était Paris-Genève. Et puis qu'en Suisse, on n'aurait pas de train. Donc toute la gare, elle est construite fausse. On a tout le faisceau de voies. Donc chaque fois qu'on doit bouger un train, on manœuvre et on coupe en fait le trafic. Et il y a un très gros travail qui doit être fait à Genève dans le futur pour passer une partie des activités de manœuvre à l'arrière de la gare. Sinon, on n'arrivera pas à gérer l'entier du trafic qui sera futur à Genève. Il faut aussi, on parle toujours du retard, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très anecdotique parce que le CEVA avait été prévu pour 1880, 1890, après pour 1900. Et puis finalement, on l'a mis en 2019 en route, une centaine d'années après. La seule chose qui n'a pas bougé d'ailleurs dans ce projet-là, c'était la répartition financière. Parce qu'il y avait un contrat qui n'a jamais été remis en cause. Et en fait, c'est la raison pour laquelle c'est un des seuls projets où un canton a dû payer une grosse part parce qu'il y avait un contrat. Et c'est très symptomatique de voir que ce genre de projets peuvent prendre parfois beaucoup de temps. Et moi, je peux qu'encourager les politiques à amener des idées, à réfléchir. Et puis après, il y a des alliances à aller chercher. Et ça, c'est le jeu du Parlement. C'est un jeu très intéressant. Vous nous avez dit que la gare de Lausanne, nouvelle formule, serait à peu près probablement suffisante pour tenir jusqu'en 2060-2070. Avant une éventuelle gare souterraine. Concernant Genève, avec ce double chantier, est-ce que vous êtes bon pour un certain temps ? À Genève, il y a aussi un projet de réserve, donc d'agrandissement de la gare souterraine qui sera prévu, et qui sera où on a des entrées, des choses qui vont être mises en réserve. C'est normal. Aujourd'hui, personne n'est capable. On est incapable de pronostiquer de manière sûre qu'est-ce qui va arriver dans 30-40 ans. Il faut essayer de se remettre il y a 30-40 ans en arrière. D'accord ? Il y avait quoi ici en Suisse romande ? Du Lausanne-Genève, du Lausanne-Berne. Autour de Lausanne, il y avait 0 train ou très peu. Quelques trains régionaux avec des cadences toutes les heures de trains régionaux. C'est le monde dans lequel on était quand ces planifications ont été faites. Et puis aujourd'hui, on a un train toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes, et puis on est en train de se dire toutes les 7 minutes, il en faut un. La mobilité a complètement changé. Quand j'étais enfant, j'habitais à Châtel-Saint-Denis, Vevey, c'était déjà relativement loin. Fribourg, on n'y allait jamais. On disait toujours de Fribourg, on reçoit que la bise et les impôts. Et aujourd'hui, mes enfants vont pour un mariage à l'autre bout du monde, ça les dérange pas du tout. Donc notre rapport à la mobilité, il a complètement changé. Et c'est très difficile de dire quel sera le rapport de nos enfants à la mobilité de demain et comment va évoluer celle-ci. Je pense qu'elle sera plus autonome, je pense qu'elle sera certainement plus informatique, donc il y aura aussi des changements dans la mobilité. Vous avez parlé du CEVA, du Léman Express, qui aujourd'hui est presque déjà sous-dimensionné avec plus de 60 000 passagers par jour. Donc, même s'il est très difficile de prévoir l'avenir, on voit quand même une tendance à une croissance régulière et forte en Suisse romande. Du coup, est-ce que vous allez pouvoir tenir si la croissance continue, la croissance de la population continue comme aujourd'hui ? Alors, c'est très intéressant de voir, en fait, on peut juger leur système à leur maturité. D'accord ? Si vous prenez une carte de la Suisse, Bâle n'a encore pas du tout de RER. Donc maintenant, on est en train d'en planifier un RER transfrontalier qui va arriver à l'horizon 2030. Donc, la grosse croissance, elle va se passer ici. Dans la Romandie, où on a mis les RER en place entre 2005 et 2015, on a la croissance maintenant qui est encore très forte. Et puis à Zurich, qui a eu la chance et qui a mis beaucoup d'argent pour y arriver dans les années 90, il y a un très gros tassement. En fait, Zurich n'a pas du tout encore retrouvé les niveaux d'avant Covid.
Donc on voit très très bien que dans les régions, il y a une certaine courbe qui se met en place quand même dans la mobilité des gens. Et ça va dépendre de la croissance de la population, mais ça dépend aussi des habitudes que les gens prennent. On voit aujourd'hui un très fort changement aussi. Les gens sont beaucoup moins en route pour aller au travail. Les heures de pointe, on a baissé. Aujourd'hui, on n'a pas du tout retrouvé les niveaux Covid parce que tout le monde fait du home office. Le vendredi, d'ailleurs, au bureau, c'est très agréable. Je suis toujours tout seul parce que tout le monde est en home office. Et puis, on voit qu'on a... le mardi est devenu le jour super fort. Par contre, les loisirs ont complètement explosé. Ce qui va nous obliger, en tant que CFF, à reprendre aussi un certain nombre de paramètres. Donc, des éléments d'infrastructure qui ont été dimensionnés, demain, seront un peu obsolètes parce qu'on a des changements d'habitude. Très bien, merci. Sur ce chapitre des gares, je passe la parole à Claude Ansermo pour recueillir une éventuelle question dans le public. Alors, on en a une première. Monsieur, je vous rappelle juste de donner votre nom. Très bien. Magnifique, merci beaucoup. Je m'appelle Simon, je viens de Genève. J'ai une question. Vous avez dit très clairement que les priorités pour les CFF étaient grandes en Suisse romande. Finir la gare de Lausanne, finir celle de Genève, renouveler le rail entre Genève et Lausanne. Et en même temps, le Conseil fédéral désire investir 5,3 milliards dans de nouvelles autoroutes, notamment entre Genève et Lausanne. Est-ce que vous pouvez garantir ici que ces développements autoroutiers à travers toute la Suisse n'auront aucun impact sur le développement du rail en Suisse ? Tous les projets dont on parle jusqu'à maintenant, c'est des projets qui sont décidés. D'accord ? Ils sont décidés, ils sont financés. On a ce qu'on appelle un fonds de financement qui est très très stable, qui s'alimente très bien. Comme on a eu un renchérissement, la TVA elle a encaissé plus d'argent, donc une partie partant dans le fonds est très bien doté. Donc c'est pas une question de moyens financiers, c'est uniquement une question d'arriver à construire. Il faut imaginer, en Suisse romande, jusqu'en 2018-19, on mettait à peu près 600 millions de francs par année dans l'entretien, la modernisation, plus les gares. Là, on est en train de passer vers 1 milliard cette année, et puis on sera à l'horizon 27-28, 1,2, 1,3 milliard par année. Par année. D'accord ? C'est le montant qu'on investit en Suisse romande. C'est aussi du travail. D'accord ? Pour beaucoup de gens, on va mettre à peu près 1,2, 1,3 milliard par année pour entretenir et moderniser le réseau. C'est des sommes qui sont juste colossales. Mais aussi d'un point de vue technique, ça ne va pas les ralentir. Non, d'un point de vue technique, non. Les défis qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver des ingénieurs. D'accord ? Ça, c'est le défi numéro 1, c'est de trouver en Suisse des ingénieurs en génie civil et des ingénieurs électriciens. Ça, c'est vraiment... aujourd'hui, si j'en trouve un, il peut venir tout de suite travailler demain. C'est vraiment... on a à peu près 200 postes d'ingénieurs non occupés actuellement en interne. CFF, faut postuler au CFF. Oui, dans le domaine... il faut que les hautes écoles recommencent à former des ingénieurs. Si vous me demandez, ça va être le défi qu'on aura dans les années 30. Les réseaux électriques vont arriver en fin de vie. Les réseaux autoroutiers, ils ont besoin d'être renouvelés, on sait. Les réseaux ferroviaires aussi. Et puis le nombre d'ingénieurs qu'on forme dans ces métiers-là a tendance à baisser. Et malheureusement, les ingénieurs seront à la retraite comme moi, qui ont fait leurs écoles dans ces années-là. Et ça va être un vrai défi, c'est d'avoir les ingénieurs suffisants pour l'ensemble des projets qu'on a dans le domaine des infrastructures en Suisse. Peut-être juste rapidement une question, puis je crois qu'on doit passer au chapitre suivant, mais certains spécialistes disent qu'il faudrait absolument construire ces nouvelles autoroutes en même temps que ces nouvelles lignes CFF. Votre avis ? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Vous savez, le problème, c'est que quand vous commencez à construire en même temps, on va bloquer 2 systèmes en même temps. Donc, je pense construire des tels volumes, c'est une logistique phénoménale. Et si vous commencez à avoir tout d'un coup des logistiques qui se chevauchent, ça va être très compliqué. Merci. On passe donc au deuxième chapitre de ce débat, le nouvel horaire et les tarifs. Mais avant ça, on va écouter quelques usagers. Les tarifs sont assez élevés et c'est un peu embêtant parce que du coup, ça encourage plus à prendre l'avion. Et du coup, c'est vrai que si on pouvait baisser ça, ça encouragerait à prendre le train et ce serait mieux du coup pour l'écologie et voilà, pour la planète, quoi. En termes de prix, je trouve qu'ils ont énormément augmenté leur prix.
ce qui est beaucoup moins intéressant actuellement. Les prix, bien sûr, c'est le prix à la Suisse, donc ça reste quand même cher. Pour moi, c'est pris en compte par mon employeur, heureusement. Les tarifs, c'est heureusement que c'est pas moi qui paye. Mais que c'est juste un peu cher. La seule chose, c'est que je trouve que c'est un petit peu onéreux, malgré un demi-tarif. Il faut, voilà. Des fois, on se pose la question, est-ce que c'est pas mieux quand même de prendre la voiture plutôt que de prendre les CFF? Vraiment, sont du coup une hausse de plus de 4% en moyenne des billets, alors que l'offre, elle, ne suit pas forcément. Est-ce que vous comprenez ces réactions? Ah oui, c'est toujours un sujet extrêmement complexe, le sujet des tarifs. En fait, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu le mécanisme, pourquoi en fait les tarifs bougent et comment ça marche. En fait, la plupart des entreprises en Suisse qui font du transport public, c'est ce que des entreprises sont actives dans le domaine qui s'appelle le trafic régional. La loi, elle est très claire, elle dit vous ne pouvez pas faire de bénéfices, vous ne pouvez pas faire de pertes dans le trafic régional. Donc, en fait, l'entreprise TL, l'entreprise MBC, l'entreprise Travis, etc., elle, ou l'entreprise CFF, partie trafic régional, on est contraint par ce mécanisme. Donc, on a des coûts qui sont là, des coûts de personnel, d'achat de matériel, etc. Puis de l'autre côté, on a deux types de recettes. Les recettes, c'est l'indemnité, donc un montant que paye le pouvoir public, et puis les recettes des titres de transport. Et puis ça va se jouer beaucoup dans ce rapport-là. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Aujourd'hui, les cantons ont des situations financières suite à Covid un petit peu plus tendues. Donc ils disent « Ah non, mon indemnité, elle ne va plus augmenter pendant les 3-4 prochaines années, je reste stable. » Et puis elle se refinance auprès de la Confédération qui dit « Oh non, alors moi je baisse mon indemnité. » Donc, toutes ces entreprises, il y en a 250 en Suisse, elles se retrouvent avec un delta. Comme vous à la maison, les prix d'énergie ont augmenté, comme vous à la maison, il y a des salaires qui ont augmenté, etc. Et puis, on se trouve avec un problème. Donc, on n'a pas le choix, c'est une obligation, d'augmenter les tarifs pour remettre le compteur à zéro. Et c'est le principe, il y a 250 entreprises qui participent à ce système. Vous savez, c'est jamais de gaieté de cœur. Moi, je suis toujours un fan de garder les tarifs à un certain niveau, mais à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Alors, on me dit toujours, ah oui, mais pourquoi pas un billet de 39 € comme en Allemagne? Oui, le gouvernement allemand met 1 milliard de francs pour compenser, en fait, d'indemnités. En Suisse, on met 1 milliard par année pour pouvoir financer le système du trafic régional, 1,3, 1,4 milliard de francs, mais la Confédération et les cantons. Voilà. Si tout d'un coup, ils en mettent 2, le tarif, il va baisser pour le client. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Ils avaient un tarif qui était très proche d'une autre, ou en Autriche, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle le Klimaticket qui a été mis en place par le gouvernement, mais c'est le pouvoir politique qui va compenser, en fait. Et en Suisse, on sait, l'état des finances de la Confédération n'est pas très rose. Celle des cantons est meilleure. On voit Genève, mesure avec le bénéfice, on offre la gratuité pour les seniors et pour les jeunes. C'est typique. À Genève, dès le moment où les finances vont rebasculer, quand on dira « je peux plus », on va devoir revenir à cet équilibre. Et le système des tarifs, il est, de ce point de vue-là, très compliqué. On va le simplifier certainement à futur, on devra. On travaille d'ailleurs dans la branche, mais il faut 250 entreprises qui doivent donner leur accord. Et le pouvoir de décision, il est réparti entre les sociétés. Mais en même temps, les romans ont eu à nouveau l'impression d'être défavorisés par rapport au reste de la Suisse avec cet horaire 2025. L'horaire 2025, c'est une autre chose. Alors déjà, personne n'a vu l'horaire. D'accord ? Tout le monde s'est fait une opinion sur la base du fait qu'on perd dans les heures de pointe une relation directe entre Yverdon, Neuchâtel et puis Genève. Alors c'est clair, quand vous êtes touché par cette perte-là, je comprends, ça m'énerverait aussi. Mais les autres gens en Suisse romande, personne n'a vu l'horaire, il va sortir au mois de mai. Donc, les gens, on aura un train toutes les 15 minutes le long depuis le Aigle en direction de Lausanne. Il y a toutes les 15 minutes parfait un train. Il y a une augmentation dans le canton de Fribourg. Dans toute la région neuchâteloise, on a mis des lignes traversantes du RER. C'est un progrès énorme. Au lieu de changer en gare, d'attendre, les gens vont passer à train. Donc, l'horaire, c'est toujours la même chose. Ceux qui sont le plus affectés par l'horaire sont ceux qui crient. Puis tous les autres vont dire « Waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça ». Et on va voir au mois de mai, je suis très curieux. Nos modèles montrent que le trafic va augmenter avec le nouvel horaire. Puis ce nouvel horaire, c'était très important. On revient toujours à la problématique. Comme on va à peu près doubler l'argent qu'on met dans l'infrastructure et qu'on doit renouveler les lignes, si on garde le même temps de parcours, le système s'effondre.
Et la ponctualité, c'est le paramètre numéro 1. Dès que les trains ont plus d'1% de retard par rapport à la norme de retard, où j'ai des questions au Parlement, où j'ai des lettres de gens, et c'est toujours le sujet. Donc, on a pris le parti de ralentir le système, très précisément, pour pouvoir faire en sorte que les trains soient le plus à l'heure possible. Et en même temps, horaire moins bon, tarif, billets qui augmentent, on reprend la voiture. Voilà. Ça, c'est quelques temps. Et puis après, ce sera ma joie quand on va construire entre Lausanne et Genève l'autoroute. Je pense que les bouchons seront tels qu'une grande partie des gens prendront le train pour aller entre Lausanne et Genève, puis seront habitués au train et ils retourneront par la route. Non, je pense qu'il faut... vous savez, il ne faut pas mettre un débat « je veux prendre ma voiture ». Déjà, personne ne calcule le coût réel de sa voiture. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un abonné général, on fait des statistiques, ça lui coûte 15 centimes du kilomètre. Si vous avez un abonnement demi-tarif, que vous l'utilisez régulièrement, avec le prix du billet, vous êtes à peu près à 30 centimes du kilomètre. Bon, je vous défie avec votre voiture, sur un coût complet, d'arriver à 30 centimes. Impossible. Impossible. Donc, on est à l'aise. Après, c'est des choix. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de billets dégriffés. Donc, le client malin, il prend des billets dégriffés. Les jeunes, on les a plutôt mis le soir avec l'abonnement général Night. C'est un super succès. On en a à peu près 100 000 actuellement qui ont été vendus. Voilà. Donc, on travaille beaucoup. En fait, nous, ce qu'on doit éviter aussi, c'est de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans l'heure de pointe. Donc, les tarifs, ils jouent aussi beaucoup là-dessus. Néanmoins, sur ce nouvel horaire, vous avez dit les gens ont crié, puis vous avez quand même écouté un peu ces cris, puisque vous avez annoncé qu'il y aura un certain nombre de liaisons directes tout de même, que peut-être des changements à Renan pourraient se faire de quai à quai. En tout cas, vous allez étudier la question. Mais plus largement, est-ce qu'il y a un risque que les lignes directes entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, à l'avenir, ne soient plus garanties? Alors, à long terme, il n'y a aucun risque. Aucun. Dans ce qu'on appelle l'horaire de référence 2035, toutes ces lignes sont, donc là, il n'y a absolument aucun risque. C'est des périodes transitoires. Après, sur l'amélioration de l'horaire, c'est un processus qui est normal. Vous savez, on a l'habitude que toutes les régions se manifestent, annoncent, demandent, etc. C'est un processus qui est tout à fait normal. L'horaire, il est toujours publié au mois de mai pour l'année d'après. Puis entre deux, on a à peu près 350, 400 personnes qui travaillent à améliorer continuellement les horaires en Suisse. C'est le métier des planificateurs. Et si on a l'occasion... après, il y a une deuxième chose qu'il faut voir. On a légalement l'obligation de garantir un certain nombre de sillons pour des trains marchandises. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très, très intéressant pour les auditeurs. Les premiers trains qu'on a dû faire passer pendant les problèmes qu'on a eu à Tolochna sur la petite semaine où on a eu une interruption du trafic, en fait, ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'on n'a pas pu supprimer les trains marchandises. Parce que sinon, les grands commerces à Genève, ils ne sont plus du tout alimentés. Donc souvent, on a l'obligation de maintenir un certain nombre de sillons pour les trains marchandises. C'est ces sillons-là qui font des conflits. Et là, pourquoi on arrive à améliorer? Parce que maintenant, on est dans la phase où on négocie les sillons entre les entreprises. C'est une petite particularité suisse, on peut encore négocier. En Europe, c'est interdit. Et les entreprises marchandises, on leur achète finalement un sillon en lui disant « si tu roules la nuit, je te fais un petit effort et puis tu me laisses ton sillon pour faire passer un train voyageur ». Et ça, c'est un processus qu'on peut faire d'achat et d'échange de sillons entre les entreprises. J'espère que ça va résister aux accords que l'on aura avec l'Union européenne. C'est pas sûr qu'à long terme, on puisse encore le faire. Merci. Sur cette question des tarifs, mais aussi du nouvel horaire, est-ce qu'il y a des questions des internautes ou dans le public? J'en ai une ici. Bonjour. Il y a une semaine, il y a Agissons, c'est un mouvement citoyen qui a déclaré vouloir lancer une campagne autour de la réduction massive des prix des transports publics et aussi un investissement massif justement pour permettre cette baisse des prix massive. Est-ce que vous seriez, vous, à même de soutenir une telle campagne? C'est pas mon rôle. C'est clairement pas mon rôle. Une telle campagne doit être décidée au Parlement. Voilà. Donc, il y a un poste dans le budget de la Confédération, dans le budget de chaque canton, qui s'appelle indemnité du trafic régional. Et si ce poste il est augmenté, les tarifs baisseront. Si ce poste il bouge pas, les tarifs bougeront pas. Si ce poste il est réduit, les tarifs augmenteront. C'est très clair. Donc, aujourd'hui, il faut à Berne que ces mouvements arrivent à avoir une majorité au Parlement dans la prochaine discussion du budget. Dans la dernière, ils ont coupé 7% dans le trafic régional. Et puis la Confédération a annoncé un programme de mesures avec des coupes. D'accord? Ça veut dire
aujourd'hui, dans la politique fédérale, très clairement, la volonté est d'avoir une part payée par le client plus élevée. C'est un choix. D'accord ? Aujourd'hui, on sait qu'on a un taux de couverture, les CFF dans le trafic régional de 60%. Ça veut dire que les clients payent 60% du coût du trafic régional. C'est la part du lion, de notre système. Dans les transports plus régionaux, on est à une part entre 45 et 50% payée par le client. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un débat, il y a des motions régulièrement qui sont déposées, puis après, il faut une majorité au Parlement, et c'est quand vous choisissez vos parlementaires, c'est eux qui vont finalement déterminer quelle politique on met en place. Bon, une question dans le public, autrement j'en ai une sur nos plateformes qui concerne la gratuité pour le transport des vélos. Visiblement, ça touche pas mal les internautes. Le transport des vélos, c'est toujours un sujet très sensible, parce que quand les trains ont été conçus il y a une dizaine d'années, il y avait très peu de vélos. C'était pas très à la mode, puis les vélos qu'on avait, c'était plutôt, il fallait le plus léger possible. Donc, les gens qui le prenaient avec eux, on leur a prévu des crochets pour les mettre en hauteur. Puis maintenant, tout le monde a un vélo électrique qui pèse 25 kilos, donc l'élever et puis les mettre sur le crochet, ça va plus. Et puis tout le monde veut prendre son vélo. C'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, on a dû mettre un système de réservation avec un prix, parce que sinon, dès que vous réservez et puis que ça coûte rien, les gens vous réservent. On va avoir une nouvelle plateforme. On met en place toujours plus de mesures pour transporter les vélos. C'est un vrai défi. Et en fait, il faut se rendre compte indirectement, si on offre la gratuité pour quelque chose, on doit le compenser quelque part. Voilà. Donc aujourd'hui, on a décidé d'avoir des abonnements pour les vélos et puis de demander un prix pour le vélo, comme on demande un prix pour le chien qui a une certaine taille. S'il est petit, vous pouvez le mettre dans un panier et le cacher. Il y a des règles. Merci. Je vous propose que nous passions à la troisième partie de ce débat. On va parler de ponctualité. On va parler aussi de la différence dans ce domaine entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Mais tout d'abord, je vous propose de voir ce qu'en pense un certain nombre de clients des CFF. Nous regardons la vidéo. Pas sur la grande ligne, sur la ligne principale, c'est tout de suite pénible. Ouais, il serait peut-être temps de nous mettre, nous, les Romands aussi, un peu plus en valeur. Enfin, c'est vrai que les Suisses alémaniques, déjà, ils ont l'avantage d'avoir des trams, des métros, enfin, beaucoup de transports disponibles, tandis que nous, la plupart du temps, c'est un train, un bus, et puis on se débrouille avec ça. Je viens toutes les semaines depuis Wolrau, et je vais travailler à Yverdon. Et en fait, ce que je constate, c'est que les équipements suisses-allemands, en particulier dans toute la région du lac de Zurich, autour du lac de Zurich, sont infiniment plus performantes, plus élégantes, mieux cadencées aussi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a la tendance politique de beaucoup mieux équiper la Suisse allemande que la Suisse romande. Puisque les chiffres, même publiés par les CFF, montrent que plus de 92% des trains sont arrivés à l'heure en 2023, c'est-à-dire avec moins de 3 minutes de retard. Mais ce pourcentage chute à 89% pour la Suisse romande. Ce n'est pas la moitié, c'est un petit peu plus bas. Et comment est-ce qu'on explique cette différence ? Comment on explique cette différence ? Parce qu'on n'a pas assez de réserves dans le système. C'est justement pour ça qu'on change d'horaire. C'est relativement simple. Aujourd'hui, en fait, quand vous prenez, je vous explique peut-être comment ça fonctionne parce que c'est intéressant, je pense, pour vos auditeurs. Vous prenez un temps de parcours à l'horaire de 20 minutes entre tel point et tel point. En réalité, le train, il va pas avoir besoin de 20 minutes. Il aura besoin de 16, 17 minutes pour faire ce temps de parcours. Puis les 4 minutes qu'on a là, on les garde en réserve. Elles vont servir s'il y a des travaux sur la ligne. Elles vont servir les jours de forte affluence. Parce que dans la gare où vous allez arriver, il va falloir plus de temps. Et puis, elle va nous servir pour les périodes un peu plus difficiles de l'année. Le rail, il est beaucoup moins bon en automne. Donc, le mois de novembre est toujours un mois très, très compliqué. Quand il y a les feuilles, c'est humide. Les mécaniciens, en plus, quand on change à l'heure, on a toujours une période dans le chemin de fer où les mécaniciens ont plus peur parce que s'il fait plus nuit. Et donc, ils ont tendance à allonger les courbes de freinage. Puis ça nous fait perdre des secondes.
Et on garde ces minutes de réserve pour ça. Puis il vient un moment donné où si vous avez beaucoup de travaux qui viennent, c'est ce qu'on aura à futur, vous n'avez plus assez de minutes. Après, on sait qu'on a dû rallonger aussi des temps de passage entre les gares. Il y a beaucoup de gens, on a un peu un vieillissement de la population. Donc, ici à Lausanne, on a dû rajouter 1 minute en moyenne pour passer d'un quai à l'autre. D'une part parce que la gare est encore pas terminée, mais d'autre part aussi parce qu'on est plus long dans nos mouvements que ce qu'on était. On a de nouveau un peu plus de bagages. Voilà. Donc on a mis dans tout ce système des minutes en plus. Après, il est arrivé un sujet très intéressant, la loi sur les handicapés. On ne peut plus avoir de train qui est en pente. On doit être le plus plat possible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dû corriger dans des centaines de gares l'inclinaison des rails. Puis chaque fois, on perd 3 secondes, on perd 5 secondes, on perd 10 secondes. Puis quand on fait le cumul, on a perdu 3 minutes entre Saint-Gall et Genève. Voilà. Et si vous avez tous ces effets qui sont là, on n'a plus assez de réserves dans le système. Alors, on a corrigé dans les autres régions, puis en Romandie, on n'avait jamais fait. Puis en Romandie, on est encore dans l'horaire de Rail 2000, dans lequel, malheureusement, je reviens, il n'y a pas d'erreur vaudois. Et maintenant qu'il est arrivé, qu'il est là, qu'il est très utilisé, on est obligé de ralentir un petit peu le système pour faire en sorte qu'on retrouve le même niveau de ponctualité. Alors, on a déjà fait un pas, vous n'avez pas beaucoup vu dans le changement du dernier horaire. Il y a eu relativement peu de réactions, mais on a adapté un certain nombre de minutes déjà de gauche et de droite. Cette année, la ponctualité est bien meilleure déjà en Romandie, mais pas encore au niveau où elle doit être. Mais vous augmentez les horaires, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on prévoyait 32 ou 33 minutes pour faire Genève-Lausanne. Aujourd'hui, on va arriver à 39 minutes. Voilà, est-ce que c'est vraiment une amélioration alors qu'on roule à 200 km/h entre Berne et Zurich? On roule à 200 km sur un premier tronçon. Mais vous savez, le temps de parcours, il se ralentit la même chose dans la région zurichoise. On a déjà, depuis l'an 2000, 3 fois, on a dû ralentir le système pour en garantir la ponctualité. Je pense que c'est... Encore une fois, quand vous êtes sur la route, si certains utilisent leur voiture, ils le savent très bien. Dès que le trafic augmente, et puis le trafic, il augmente phénoménalement. Depuis 2010, on a mis 17% de trains en plus sur les rails. C'est les mêmes rails. D'accord? Donc, comme on augmente, on n'a pas le choix que d'adapter un tout petit peu la vitesse pour assurer le bon fonctionnement du système. Aujourd'hui, les clients nous disent, moi, je préfère avoir un train à l'heure et faire 3 minutes de plus sur un parcours. Ça, c'est toutes les enquêtes de marché qui le montrent. Donc, on a pris le parti de le faire. Par ces questions de réserve, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'augmenter la ponctualité? Est-ce que vous prenez d'autres mesures? Non, il n'y a pas d'autre moyen d'augmenter la ponctualité. La ponctualité, c'est un travail vraiment énorme à l'intérieur de l'entreprise pour avoir une planification qui soit la meilleure possible. Alors, la pluie, je ne peux pas l'éviter. Vous allez rire. Hein. Aujourd'hui, en fonction de la météo, je peux vous dire quelle va être la ponctualité du lendemain. Parce qu'on sait exactement le nombre de millimètres de pluie dans tout le pays, on le rentre dans un outil et on a la ponctualité du lendemain. Donc on maîtrise tous les paramètres autres que la pluie. Voilà, donc ça va vous faire sourire, mais c'est exactement ça parce que, par exemple, la météo a un impact énorme. Pourquoi? Parce que quand il pleut, on se tient tous sous les marquises. Donc les gens montent beaucoup plus lentement et descendent beaucoup plus lentement du train parce que tout le monde sort son parapluie et rentre son parapluie. Ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Si vous mettez, on a 120 000 correspondances par jour en Suisse. Si chaque fois vous perdez 5 secondes à rentrer, à fermer votre parapluie fois 1,3 million de clients, ça vous donne un système qui descend. C'est très drôle. Alors, on a une équipe qui ne fait que ça, traquer la ponctualité. Donc aujourd'hui, on a bien amélioré le travail au niveau des chantiers. Ça, on a bien en main. Donc chaque chantier, on regarde combien de secondes il nous coûte. Si on estime que c'est trop, on redonne aux équipes. Et puis, les autres paramètres, après, c'est la fiabilité du matériel roulant. Quand j'ai commencé au CFF, on avait une panne tous les 11 500 km sur un train. Aujourd'hui, on est à 15 000. Donc, on a bien fiabilisé le matériel roulant. On va encore aller là en gagnant. Et ça, c'est des éléments qui, en plus du système général, nous aident à gagner des secondes. Et peut-être un dernier mot pour ce chapitre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le confort des voyageurs? Beaucoup sont debout aux heures de pointe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas voyager aux heures de pointe. Vous savez, c'est un phénomène de société. On est une société qui a l'habitude en Suisse, tout le monde veut être à 8 heures à son bureau plus tard. Ça a un petit peu changé dans le post-Covid.
Je vois, je regarde de temps en temps par la fenêtre à Berne, les collaborateurs qui arrivent, on commence à avoir dans les trains des gens qui arrivent vers 9h15, mais ce n'est pas la majorité. Et en fait, le problème qu'on a, c'est le problème de tous les systèmes que vous construisez, un système électrique, un système routier, un système de télécommunications, etc. Vous avez toujours le problème du dimensionnement en pointe. Si on prend la moyenne de remplissage de nos trains grandes lignes, c'est 33%, et puis de nos trains régionaux, c'est 25%. Donc ça veut dire on promène énormément de sièges vides pour une prestation de quelques kilomètres, et puis les gens sont quand même debout. Très difficile de changer. On sait très bien, si on vient dire, tiens, étalons les heures de départ des écoles pour éviter que tous les élèves soient en même temps, c'est impossible. C'est culturel. Une petite question dans le public. Je vous laisse juste vous présenter rapidement. Bonsoir, Manuel, Lausanne. Je fais partie du mouvement Agissons. À l'heure de la crise écologique et sociale, qu'est-ce que vous pensez des transports publics gratuits ? Encore une fois, ils ne seront jamais gratuits. Parce que s'ils sont gratuits sur le billet, c'est vos impôts qui vont augmenter. D'accord ? Le système, il ne peut pas être gratuit. D'accord ? Il faut être très clair de ce point de vue-là. Il a un coût. On a 35 000 employés auxquels on doit payer un salaire à la fin du mois. On a les charges salariales au CFF, c'est à peu près 4,5 milliards de francs. Ce coût, il va rester. Donc, de toute façon, encore une fois, la gratuité, elle serait liée à une augmentation de la charge dans les finances publiques. Alors après, tout le monde espère que les finances publiques aient plus de moyens. On vient de voter 13e rente AVS, on va voter sur la caisse maladie, on veut la gratuité des transports publics. Voilà, il faut de toute façon que quelqu'un amène ou alimente la caisse. Donc là, ma position, elle est relativement claire. La deuxième, est-ce que ça amènerait réellement un énorme report modal ? Tous les tests qui ont été faits ont été très négatifs. C'est très intéressant ce qui s'est passé en Allemagne entre le billet à 9 €, le billet à 49 € qu'ils ont maintenant et la réalité future. Quand ils ont mis le billet à 9 € le premier mois, il y a eu un hype formidable. Les transports ont été complètement submergés de gens. Le deuxième mois, ça avait déjà diminué. Et puis maintenant, avec le 49, ils sont légèrement plus hauts que ce qu'ils étaient avant au prix fort. Voilà. Donc, c'est peut-être, je pense que il faut beaucoup plus travailler sur habituer les gens, habituer les enfants, habituer les jeunes à l'utiliser. C'est pour ça qu'on a typiquement ces offres qu'on fait, parce si on prend l'habitude on le garde beaucoup plus à l'âge adulte. Parce que faire de l'incitation, oui, ça va faire un effet de feu de paille souvent, malheureusement. Une autre question dans le public. Oui, madame. Bonsoir, Brigitte STV. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un geste pour les personnes à la retraite, les AVS, comme il y a dans pratiquement tous les pays ? On peut toujours, comme je l'ai expliqué. Après, c'est un choix où vous mettez la limite, prenez le cas de Genève. Hein, vous habitez ici à Lausanne, suggérez au Grand Conseil, avec le prochain gros bénéfice de l'État, d'offrir un rabais. Il y a des communes dans le canton de Fribourg. Il y a beaucoup de communes, par exemple, qui regardent les familles en difficulté, qui aident. Qui aident les seniors avec des difficultés. Il existe de le mettre au niveau national, c'est toujours l'arrosoir. Voilà. Donc moi, je suis plutôt partisan d'une politique où on travaille, on regarde les situations au niveau local et on trouve des situations au niveau local. Je pense que c'est beaucoup plus sage que de dire, encore une fois, le système, si vous regardez au CFF, notre dette, elle a passé de 8 milliards avant Covid à 11 milliards actuellement. On n'a aucun moyen de la baisser. Les bénéfices qu'on fait nous servent tout juste à pouvoir continuer à investir dans le système. Donc, on n'a pas la capacité financière pour baisser de manière substantielle les prix. C'est pas possible. Sinon, on doit baisser le service. Et ça, personne ne le veut. Alors nous abordons maintenant cette dernière partie de notre débat, la vision pour le futur, les nouvelles lignes lémaniques. Et avant ça, on va écouter quelques souhaits de voyageurs.
Vous aviez Monsieur Vincent Ducrot en face de vous. Est-ce que vous lui demanderiez quelque chose? Non, mais je le féliciterai encore une fois, comme j'ai dit, parce que il a déjà fait pas mal, et puis j'espère qu'il continue dans cet essor-là. Et pour l'environnement, ça sera nettement mieux. Ça va permettre aussi aux gens de réfléchir différemment. S'il y a plus de destinations à disposition, plus des horaires qui seront flexibles. S'il y aura une fréquence plus élevée pour arriver à Genève, ça me conviendrait très bien. Mettre plus de trains pour aller à Arles, s'il vous plaît. Et surtout mettre, je sais pas, plus de trains. Et surtout, les trains, mettre plus de wagons. Parce qu'être debout et payer 20 francs un billet, je trouve que c'est un petit peu se moquer des gens, en fait. Ah, il faut dire quelque chose qui est très important. Avant Covid, au wagon-restaurant, il avait toujours c'est comme les panettone, le mot était brioche, avec lardon et fromage. Il faut qu'il vienne de retour. Merci beaucoup. Mais un tel problème de brioche, de panettone, on peut faire quelque chose pour ce monsieur ou... Il faut que je regarde. C'est pas. J'avoue que je suis pas toujours quelle est l'offre au wagon-restaurant, quels sont les modes et les habitudes des clients. Bon, c'est un terrible problème de brioche, mais aussi la fragilité du réseau roman qu'on a redécouvert en 2021 avec le trou de Tolochna qui a paralysé la ligne entre Lausanne et Genève. Alors, une solution s'est imposée. Il faut proposer une alternative à cette voie unique en cas de pépin. Et cette alternative est un tunnel entre Morges et Pérois. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut articuler une date pour la mise en service de ce tunnel? Oui. J'ai lu que le Parlement espérait que le tunnel soit en service en 2035. Totalement. Totalement. Si on a le permis de construire en 2035, on aura déjà fait bien notre travail. Aujourd'hui, c'est symptomatique, là. Toutes les communes disent « Ah oui, c'est intéressant que vous fassiez un tunnel, là, ça va beaucoup aider. » Ah, mais surtout pas sur notre commune. Hein. Il faut vraiment pas. Et puis, ah oui, mais là, vous savez, on a prévu de la géothermie, donc ça va pas aller. Voilà. Il faut le temps. On va devoir traiter des milliers d'oppositions. On va devoir certainement avoir plusieurs décisions du tribunal fédéral. Le dossier va avancer cas un cas en fonction finalement d'un parcours juridique. Et malheureusement, c'est très bien parce que c'est notre démocratie. Et puis en même temps, c'est un vrai problème parce que ça prend beaucoup de temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une croix sur la redondance de l'entier de la ligne? C'est juste un bout de solution finalement. Vous voyez, vous pouvez très rapidement faire une règle de 3. Hein, pour faire à peu près 8 km entre Morges et Pérois, le Parlement a accordé un crédit supplémentaire de 1,3 milliard qui se rajoute au crédit d'1 milliard qu'on avait prévu pour faire une troisième voie. Donc ça veut dire 2,4 milliards à peu près au prix d'aujourd'hui pour faire cette ligne. Vous faites, il y a 60 et quelques kilomètres, vous faites une règle de 3. Puis vous savez que le Parlement a 1 milliard par année à disposition. Voilà, donc c'est un choix. Aujourd'hui, si je prends la somme des vœux des politiques, aujourd'hui le Parlement a mis des lettres dans ses vœux prioritaires en 2019. C'est les fameuses lettres A à F. Il a rajouté F cette année, c'est un tunnel au Grimsel qui coûte 700-800 millions de francs. OK, le Parlement, il a mis A à E pour nous, CFF. Alors A, c'est une ligne Aarau-Zurich pour faire de la redondance aussi parce qu'on a un problème. 7 milliards de francs. B, gare souterraine à Lucerne, 4 milliards de francs. C, gare souterraine à Bâle, 9 milliards de francs parce qu'elle est très compliquée avec plusieurs branches. D, augmentation de la vitesse Lausanne-Berne, allez, entre 3 et 5 milliards sont la variante. Et puis, dernier, augmentation de la vitesse entre Saint-Gall et Winterthur. C'est pas une chaire, c'est 1 milliard. Pour nous, c'est un montant. Voilà, faites la somme. Il y a 1 milliard à disposition par année. Donc, il va y avoir une foire d'empoigne formidable en 2026 au Parlement. Plus, il y aura tous les vœux qui vont encore venir, qui sont même pas dans cette liste-là. Celle-ci, on sera, avec ces projets-là, on aura ce qu'on appelle un avant-projet. On sera prêt à être à l'enquête. Tous les projets A à E sera prêt à aller à l'enquête. On n'aura pas les moyens.
Vous avez votre avis sur la priorité Non, des projets? je peux pas Quel avoir projet doit d'avis. être prioritaire? Pas du tout. Je ne peux pas avoir d'avis, c'est très clair. Les CFF, on est dans cette tâche-là, on est le pouvoir de décision, c'est un pouvoir du Parlement, et c'est pas du tout à moi de me substituer au Parlement. Je discute avec les parlementaires. On a des débats en commission des transports. J'ai visité 22 fois les commissions du Parlement l'année passée. D'accord. Cette année, je dois bientôt en être à 10 déjà, parce que je suis régulièrement invité, auditionné, mais à la fin, c'est une décision politique, c'est un compromis entre les différentes régions, c'est un lobby qui va travailler. Puis moi, je dis à tous ces cantons toujours la même chose. Pour quelle offre? Donc, prioriser en fonction du développement. Et puis, c'est peut-être pas les projets qui sont dans cette liste que vous avez choisis qui sont les plus prioritaires si on veut développer le système pour les clients. Et aujourd'hui, je pense que comme on est parti, si vous me demandez mon avis sur le futur, comme on est parti, on ne pourra pas continuer. Parce que tout simplement, les vœux qu'on a, c'est beaucoup trop d'argent pour une utilité qui va être toujours plus faible. Donc maintenant, il faudra à un moment donné, et puis c'est un peu le credo qu'on a et qu'on fait passer aujourd'hui auprès des politiques, il faut repenser le système. Quand on va penser un système à 30 ans, il faut qu'on essaye d'anticiper qu'est-ce qui viendra dans 30 ans. Donc je pense déjà à la mobilité routière, elle sera beaucoup plus autonome qu'elle est aujourd'hui. Les bus qu'on voit passer ici sera beaucoup plus autonome, sera beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus souple. Donc ça va nous permettre d'organiser les systèmes de transport de manière totalement différente. Aujourd'hui, on repose beaucoup sur le ferroviaire parce qu'on a dans le système, on a malheureusement un financement qui a un petit bémol, c'est que le rail, il est payé à 100% par la Confédération, alors que les trams, les métros, les développements urbains, régionaux, ils sont payés par un autre fonds où la part de la Confédération est beaucoup plus faible, 30%. Donc, on a tendance à faire reposer sur le rail tous les vœux qu'on pourrait solutionner avec d'autres systèmes. Alors, regardez, c'est typique en Suisse, à Paris, ici à Lausanne, on n'a pas de vraie ligne de métro. Voilà. Et ça, c'est un petit hiatus dans les modes de financement qui ont été mis en place. Je dis toujours aux politiques, je pense qu'il faudra le repenser pour, en fait, délester le rail. Le rail, il est utilisé vraiment très bien sur des distances de moyenne à grande. On a développé une idée aujourd'hui d'un système national au quart d'heure. On arrive à le faire si on arrive à réorganiser la mobilité dans les régions et la mobilité locale. De se dire, OK, on fait des points d'arrêt. Depuis là, en 15 minutes, vous avez des systèmes à la demande qui vous y amènent, beaucoup plus autonomes. En 2050, on saura faire ça. On le sait le faire en Chine, on le sait le faire en Californie. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas le faire chez nous à ces horizons-là. Donc, et puis la deuxième chose, c'est la technologie doit nous permettre de faire passer encore plus de trains dans ce système. Je pense, on est aujourd'hui encore dans une technologie qui a été inventée vers 1850, qui est ce qu'on appelle des cantons. Ça veut dire il y a toujours une zone qui est vide, une zone où il y a le train, une zone qui est vide devant. Et puis ces zones, elles sont toujours dimensionnées en fonction du train qui va prendre le plus finalement, donc la plus grande vitesse. Et aux horizons, actuellement, on travaille sur un système totalement dynamique où les trains, finalement, c'est uniquement les distances de freinage qu'on laissera entre les trains, ce qui nous permettra d'en faire passer beaucoup plus. Mais ça, on investit d'ailleurs beaucoup d'argent pour ça et ça prend du temps. Donc, c'est pas une réponse qu'on peut donner demain. Vous dessinez là une vision d'avenir, donc je vous propose qu'on passe vraiment à la dernière partie de ces questions qui justement concerne la vision d'avenir. On a parlé des problèmes, des retards, des tarifs, on va aussi parler de choses positives et puis vous allez voir qu'il y a quand même, malgré les demandes et parfois les réclamations, une vision très positive de la part du public. On regarde en vidéo. Je suis assez contente de CFF. Je disais, j'habite pas loin d'Yverdon et c'est assez bien desservi, plutôt à l'heure et surtout quand on compare à d'autres pays que finalement on est quand même pas mal bien lotis. Moi, je viens de la Belgique, donc en comparaison, je suis très content avec le service qui offre le CFF. Le CFF. Le train arrive à temps et à l'heure, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel en Belgique, par exemple. Donc, je crois que oui, c'est agréable, les trains en général. Il y a des places pour mettre le vélo. Donc, Alors, les CFF, ce sont les deuxièmes meilleurs trains au monde entier. Ils sont presque toujours à l'heure. Il n'y a que les Japonais qui sont encore un petit peu mieux.
mais je suis sûr que M. Ducreux va améliorer le fonctionnement pour devenir numéro 1. Tout va bien, j'ai rien à dire de négatif au moment. Pas du tout, c'est propre. Tout va bien, Vincent Ducrot, pour les CFF? Ah oui, tous les jours, c'est un défi. Vous savez, les gens disent Vincent Ducrot, il y a 35 000 personnes qui tous les matins se lèvent ou ont passé leur nuit pour mettre en état, faire repartir, nettoyer. C'est un travail gigantesque. Et on ne se rend pas du tout compte. Le système japonais, il est très, très intéressant. C'est un système que je connais bien. Déjà, c'est le seul pays au monde qui peut se permettre d'avoir un horaire en seconde. D'accord. Nous, on est en train d'y passer. On a ce qu'on appelle l'horaire technique et déjà en seconde, pas l'horaire pour les clients. Ça va venir. Certainement un futur parce qu'on devra avoir ce niveau de précision. Donc, au Japon, ils ont un horaire en seconde. Ça leur permet d'avoir un système extrêmement. La deuxième, ils ont un gros avantage par rapport à nous et c'est dans cette vision d'avenir aussi ce que j'aimerais arriver. Le jour où vous avez des cadences suffisantes dans tous les trains, vous n'avez plus de correspondance. Parce que si vous avez un problème sur une ligne, vous isolez la ligne et puis le système, en fait, permet que les clients, ils arrivent à se retrouver. Aujourd'hui, avec nos cadences à la demi-heure, voire horaires, c'est pas possible. Donc, on doit garantir 120 000 correspondances par jour. C'est l'enfer. Si vous allez quelques bâtiments plus bas ici, ils vont bientôt déménager à Renan, il y a 100 personnes qui sont là jour et nuit et qui assurent que le système tienne les correspondances. Et si vous avez le moindre grain de sable, qui peut être un accident de personne pour lequel on peut rien, mais qui peut être aussi une panne ou un mauvais comportement de quelqu'un, vous devez faire appel à la police, à une ambulance. Tous ces cas-là doivent être gérés. Et ça, on va certainement, la vision dans le futur, c'est en augmentant les cadences, de réduire finalement l'interdépendance entre les lignes, et c'est ce qui fait la grande force des Japonais. Puis la deuxième des choses, ça on n'y arrivera jamais. J'ai eu l'occasion d'aller voir, ils ont une culture extraordinaire, d'accord, parce qu'ils sont, dès l'enfance, absolument habitués à ne prendre que leur train, et ils ont, quand le train arrive, il n'y a personne qui essaye de monter avant que tout le monde soit descendu, il n'y a jamais plus que 2 grains de riz qui traînent par terre, vous n'avez pas besoin de nettoyer, et ils sont simplement... Puis la troisième chose qu'ils n'ont pas de marchandises. Ils ont mis leurs marchandises sur les bateaux, et tout le transport de marchandises se fait pas du tout par le rail. Et nous, il faut savoir qu'on doit cumuler 2 systèmes qui sont très difficiles. Et si on regarde dans le monde, aux États-Unis, on n'a pas de train voyageurs. Par contre, on a des trains marchandises extrêmement performants. Et puis en Asie, on a plutôt justement des trains très performants voyageurs et très peu de marchandises. Puis en Europe, on a encore les 2 systèmes qui cohabitent. Parlons d'avenir, alors, puisque nous n'allons pas battre tout de suite les Japonais, mais en tout cas, la Suisse a été pionnière, notamment avec les transversales alpines. Est-ce qu'elle peut encore l'être? On parle de projets d'avenir, on envisage un Genève-Londres, peut-être, des trains de nuit. Vous avez parlé des offres plus souples, donc dans beaucoup de domaines, il y a aussi une vision d'avenir. Quelle est votre vision d'avenir pour le train en Suisse? Je pense que c'est une vision déjà de court terme. On n'a pas parlé du très long terme. Je pense dans le court terme, effectivement, dans l'international, il y a un gros potentiel de développement. On voit maintenant, il y a un attrait. C'est très intéressant avec les trains de nuit. J'ai eu la chance de les supprimer en 2009 parce qu'il n'y avait vraiment plus personne qui utilisait ces trains de nuit. Ok, la qualité était mauvaise, on n'avait pas les moyens d'investir dans les trains de nuit. Puis aujourd'hui, on a toujours les mêmes vieux trains pour l'instant, parce qu'il faut du temps pour en racheter des nouveaux. Puis tout le monde veut voyager en train de nuit. Donc si vous prenez des destinations comme Amsterdam, on est désespérément plein. Vous prenez sur Vienne, on est désespérément plein dans les trains de nuit. Bon, est-ce que ça restera? Il faudra voir. Ce qu'on doit développer, c'est les trains de jour, c'est clair. On doit continuer à développer l'international, c'est très très important. Parce qu'on voit, on doit développer beaucoup de loisirs. Aujourd'hui, on a été conçu comme un système pour les pendulaires. Donc on voit, maintenant on fait typiquement, c'est l'exemple Fribourg, Le Châble, ou bien Genève, Le Châble en hiver, ça marche très bien. On commence à faire des trains Berne-Coire, etc. Donc on va augmenter à futur la flexibilité du système. On pourra le faire parce qu'on aura une nouvelle génération de systèmes informatiques qui va nous aider à être beaucoup plus souple. On investit à peu près 500 millions dans un nouveau système informatique qui va gérer l'exploitation de manière beaucoup plus souple, qui nous permettra de mieux
répondre. Aujourd'hui, on a du lundi au dimanche le même horaire. Je pense qu'il faudra avoir le courage de dire samedi, dimanche, on modifie un tout petit peu l'horaire pour répondre beaucoup mieux à la demande de loisirs. Et puis pendant les vacances, quand toutes les Vaudoises et les Vaudois, on met plutôt autour depuis Lausanne, on dessert beaucoup plus les régions touristiques et moins peut-être les trajets pendulaires habituels. Il faudra déjà trouver un consensus là autour, c'est un petit défi, et puis on ira pas par pas. Mais je pense que c'est certainement dans le développement ce qui doit être beaucoup mis l'accent. Après, c'est clair, on se rend pas compte, je suis d'ailleurs le dossier Genève-Londres de manière très intéressante. Déjà, la première des choses, dans le mandat de négociation avec l'Union européenne, c'est très clairement dit, le marché international sera libéré. Donc, les opérateurs qui vont mettre en place des offres internationales à futur, ils le feront selon les règles du marché. Alors, les politiques pourront émettre des vœux, mais le marché aura d'autres vœux que la politique. Donc, on aura certainement quelques très gros débats parce qu'on va dire « Ah, moi, je veux… » Non, on a décidé que c'était le marché qui décidait, donc les trains se mettront où il y a le plus de clients. Deuxième, si vous prenez Londres, il y a un deuxième élément de complexité qui vient à se rajouter. C'est un dossier que je connais très bien, c'est le problème des contrôles. En fait, l'Eurostar, pour passer dans le tunnel, il a des normes de sécurité qui sont extrêmement strictes. Quand vous montez, vous devez passer des gates comme vous passez à un aéroport, et puis on n'a pas du tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on bute plus sur des questions de comment assurer la sécurité au départ de la Suisse et puis être certain qu'il n'y ait pas de passagers clandestins qui, dans un arrêt intempestif du train, montent à bord, que de savoir si on aura un sillon. Merci. Toutes les questions politiques. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe encore aux questions du public. Alors, j'en ai plusieurs. On va peut-être prendre des gens qui n'ont pas encore eu le droit à poser une question. Monsieur. Si. Pascal Beauvais, ingénieur. J'ai travaillé un moment avec Vincent Ducrot, il me connaît. La Confédération a livré une grande vision 2050 sur la mobilité future, aussi le volet ferroviaire. On a le canton de Vaud qui, juste derrière, a livré une autre. Hein? Parlez un petit peu plus fort. OK. Oh oui, je vais arriver, aucun problème. Alors, l'Office fédéral des transports a livré une vision 2050. Juste derrière, l'État de Vaud a livré sa vision de la mobilité 2050. Elles sont assez intéressantes. Elles ne sont pas toujours très claires sur la vision technique, mais sur les coûts, elles génèrent des coûts astronomiques. Et ça signifie que tout le monde va venir avec sa vision. Comment faudrait-il que la Confédération arbitre ces débats, puisque vous avez soulevé avec justesse que c'est un choix politique, mais le choix politique, derrière, il y a le coût. Il y a le coût de réalisation, et puis la deuxième chose, c'est le coût d'exploitation. Vous l'avez aussi fort justement soulevé. Alors, ce qu'il faut peut-être dire sur les infrastructures d'une manière générale, le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que personne ne regarde les coûts que ça génère derrière. Vous pouvez prendre une règle relativement simple. Pour 1 milliard qu'on investit, on aura 40 millions de coûts d'infrastructures supplémentaires par année pour entretenir, pour la durée de vie de l'objet, 100 ans. OK. Donc, vous pouvez faire, le coût de l'investissement, il est souvent beaucoup plus faible que le coût d'entretien. Mais ça, on oublie complètement. Donc, aujourd'hui, on a une augmentation de nos budgets d'entretien qui sont financés par le même fonds, en l'occurrence, qui sont absolument astronomiques. On va passer à peu près, pour les CFF, il nous faut, pour 4 ans, c'est des enveloppes de 4 ans, 8 milliards pour uniquement maintenir le réseau et l'entretenir. Donc, ça, c'est un premier défi qui va arriver. Le deuxième défi, je pense que, d'ailleurs, on le dit, on a des discussions avec le DTEC, donc le département de M. Rösti. Il va certainement avoir besoin de la part du DTEC déjà d'un certain arbitrage sur le futur. Au CFF, ce qui nous est très important, c'est qu'on revienne à une planification qui soit beaucoup plus structurée. Aujourd'hui, on a tendance à planifier à tous les niveaux de manière très décoordonnée. Je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord au niveau de la Suisse. Qu'est-ce qu'on veut comme relation internationale? Donc, d'avoir une espèce de système qui nous relie avec les grandes capitales européennes. C'est le premier niveau de planification. Le deuxième, il faut un système national. Et puis après, quand on a fixé les 2 premiers niveaux, de planifier les systèmes régionaux et locaux. Et pas comme aujourd'hui de dire, on planifie ici, on n'arrive plus.
On n'arrive simplement plus. Donc il faut qu'on revienne. C'est la grande force qu'il y a eu autour de Rail 2000 dans les années 2000. On a planifié de manière absolument structurée le système en ayant une discussion au niveau des chambres, hein, c'est les deux commissions des transports, puis avec le DTEC, et on a fixé finalement les priorités. Et je pense qu'on n'aura pas le choix que de revenir. Est-ce que ça viendra déjà en 2,26 ou en 2,30 dans les discussions au Parlement? On va voir. On n'aura pas le choix que de reprendre, en fait, et de revenir à des priorités beaucoup plus claires pour replanifier le réseau dans le futur. Parce qu'on n'aura pas les moyens. On n'aura simplement pas les moyens. Encore peut-être une dernière question. Je regarde juste des gens qui n'ont pas eu le droit à la parole, d'abord. Merci, Marie-Noëlle Janton. C'est une question beaucoup plus terre-à-terre concernant la sécurité, ou plutôt l'insécurité et les incivilités dans les trains. Dans les RER, il y a souvent peu de personnel ou pas de personnel. Dans les grandes lignes, il y a 3 ou 4 contrôleurs, comme on dit, ou agents ferroviaires, je ne sais pas comment il faut dire. Mis à part les numéros de téléphone de la police affichés, puis parfois les petits boutons où on peut peser, qu'est-ce que vous faites là-dessus? Mais surtout, ma question, c'est quels sont les critères, mis à part financiers, j'imagine bien, mais quels sont les critères pour dire, dans les RER, on ne met pas de contrôleurs, puis dans les grandes lignes, on met beaucoup de contrôleurs. C'est un problème pour les gens qui prennent les petites lignes comme moi. Alors, la personne à qui vous devez vous adresser pour ça, c'est votre canton. D'accord? Parce que le trafic régional dans lequel vous montez, ce que vous appelez petite ligne, il est commandé par le canton. Donc, tous les 2 ans, le canton vient et nous dit, moi, je veux tel horaire, telle prestation, tel type de train, tel accompagnement ou pas tel accompagnement. Donc, aujourd'hui, si vous prenez les questions d'incivilité, il y a des régions, la région bâloise, en partie la région zurichoise aussi, ils ont décidé de mettre un accompagnement dans les trains régionaux le soir. Donc, on a un service de sécurité qui patrouille dans les trains le soir. Voilà, il est financé par le canton. C'est un choix. Il y a des mêmes réflexions ont lieu d'ailleurs ici à Lausanne, par le canton de Vaud, qui nous a demandé en fait maintenant une offre. D'accord, on fait des offres. Comme vous faites des offres pour des prestations, on fait une offre de prestation en disant voilà, si on veut augmenter la sécurité à tel niveau, on le fait. Aujourd'hui, en fait, on a un niveau de sécurité qui est donné par déjà le système. Le niveau, il est relativement bon. Contrairement à ce que vous pensez, parce qu'on le mesure de manière extrêmement précise, et puis on a des trains qui sont un peu plus délicats qu'on doit gérer. Il est bon, pourquoi? Parce que on a, dans tous les trains régionaux, on a déjà des caméras de vidéosurveillance. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'effet dissuasif que ça a. C'est extrêmement efficace d'avoir des trains, ce qu'on n'a pas dans les grandes lignes, mais dans les régionaux, on a mis systématiquement. Puis après, le deuxième niveau qu'on a, c'est la police ferroviaire. Alors la police ferroviaire, on a toujours l'impression qu'ils ne sont pas là, mais ils sont relativement intelligents, donc on sait très très bien quels sont les trains à problème et les trains à moins à problème. Donc on concentre un peu, au CFF, on a 250 policiers, qui sont des policiers vraiment formés, et on les engage finalement plutôt dans les trains sensibles. Après, on va avoir certains effets qui vont perturber un peu le système. On a un très gros problème, c'est le hooliganisme le dimanche avec les trains de supporters. La moitié de notre police ferroviaire, elle est mobilisée uniquement le dimanche après-midi pour assurer qu'on n'ait pas tous les trains cassés le dimanche soir. Et ça, c'est un vrai problème. Mais ces 100 et quelques policiers que tous les dimanches, je dois mettre en fonction, ils ne sont pas dans les trains régionaux le soir parce qu'ils ont été là pour gérer le hooliganisme. Donc ça, c'est des vrais problèmes de société, c'est des problèmes qui se discutent avec les autorités. Donc là aussi, encouragez vos politiques. Nous, on est prêts. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. J'ai d'ailleurs demandé à mes équipes de réfléchir comment on pouvait augmenter la sécurité. J'ai eu l'occasion de voyager très tard le soir, toute cette semaine passée. Donc, ça me donne une excellente image de ce qui se passe dans nos trains et ça me permet aussi de regarder comment le faire. Mais c'est un vrai défi. Et ça, je reconnais, on peut faire mieux. On peut faire mieux en tant qu'entreprise et puis on peut faire mieux en tant qu'autorité. Merci beaucoup. Je vous propose une dernière question pour clore cette discussion, Vincent Ducrot. Quelle est la mesure ou la réalisation que vous souhaitez voir accomplie pour les années qui vous restent à la tête des CFF ?
Vous savez, il n'y a pas une chose. Quand on est le directeur des CFF, comme je suis, on a tout un programme de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on a très bien stabilisé le système. On voit la ponctualité, d'ailleurs, cette année, après un trimestre, on a encore gagné 1,5 point de ponctualité. Donc, je pense qu'on a atteint maintenant un niveau où toute l'Europe commence vraiment à nous envier. Donc là, il faut tenir ça. Puis après, le grand défi maintenant, pour moi, c'est effectivement d'assurer que tous ces chantiers, qu'on puisse enfin débloquer Lausanne, qu'on puisse continuer sur Genève, avoir quelque chose qui va à l'enquête, qui tienne la route. On en a beaucoup, je parle de ceux de Romandie, donc ça c'est très important. Puis après, c'est d'arriver au niveau politique à dire attention, remettez-vous autour de la table, rediscutez et de mobiliser les politiques autour d'un vrai projet d'avenir. Aujourd'hui, on a perdu un peu ça. On a eu le grand projet de Rail 2000, on a eu le grand projet de traversée alpine. Aujourd'hui, il nous manque un peu un projet fédérateur dans le pays. Et si j'arrive, quand je quitterai la direction des CFF, à faire en sorte que les politiques se disent « Ouais, c'est vrai, il faudrait un projet fédérateur », je pense que j'aurais gagné. Et puis, je pourrais jouir d'une retraite bien méritée. Je peux vous dire, d'être directeur des CFF, c'est extrêmement lourd. On vous souhaite cette retraite bien méritée. Merci beaucoup Vincent Ducrot. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver la vidéo de ce débat sur les sites de 24 heures et de la Tribune de Genève. Merci, bonne soirée.